Ok, bonjour tout le monde et merci d'avoir été patient pour voir cette keynote. Peut-on devenir agile sans comprendre l'humain et ses limites? Avant de commencer, déjà j'aimerais dire merci aux différents sponsors sans qui cet événement n'aurait pas pu avoir lieu dans ce magnifique endroit qui est la mairie de Bordeaux. Alors, je me présente. Donc, je me présente, je m'appelle Marilyn Cole et j'ai 2 activités en parallèle. Je suis coach individuel, c'est-à-dire que j'aide des particuliers à débloquer des problématiques qu'ils ont dans leur activité professionnelle. Et ça n'a rien à voir avec l'agilité. En parallèle, j'ai une activité de coach d'équipe, coach agile également, où j'aide des équipes qui ont une problématique à la résoudre. J'aime beaucoup partager plusieurs choses. Donc, ce que je fais, c'est que je fais des conférences, comme vous pouvez le voir. J'ai également un blog qui s'appelle Vie ma vie d'agiliste, où je fais des petites bandes dessinées. Et je participe également à l'aventure Scrum Life, une chaîne YouTube qui parle d'agilité avec humour et sans tabou. Ce qui est intéressant pour moi, en fait, c'est d'aider les personnes à prendre conscience de certaines choses. Parce que dans le coaching, j'entends souvent parfois des coachs dire « tu dois être comme ci, tu dois être comme ça ». Et franchement, ça ne marche pas, ça rend juste l'image que « mon gars, tu n'y arriveras pas ». En tout cas, quand on me dit « tu dois être comme ça », c'est comme ça que je le prends. Donc, la prise de conscience, c'est ce que j'essaye de faire. Et là-dessus, je parle beaucoup de mon expérience, des outils que j'ai utilisés. Et j'essaye de les vulgariser pour les rendre accessibles. Si vous voulez plus d'informations, vous n'avez qu'à aller sur mon site professionnel qui s'appelle marilyncole.com. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on discute de ce que ça veut dire être agile. Pourquoi je dis ça? Parce que dans mes entreprises, j'entends souvent des personnes qui me disent on a besoin d'un coach agile pour faire quoi? Parce qu'on voudrait être agile. Okay. Et ça veut dire quoi être agile? Tu sais? Non, je ne sais pas. Donc là, je vais vous parler de la définition, j'ai envie de dire, scolaire. La définition scolaire, il faut revenir en 2001. En 2001, à cette époque, il y avait peu de projets logiciels qui fonctionnaient. 17 experts avaient utilisé des méthodes diverses et variées qui avaient plutôt bien fonctionné. Et ils se sont dit, il y a sûrement des points communs là-dedans. Est-ce qu'on ne pourrait pas tous se retrouver et essayer de voir si on ne peut pas créer une super méthode? Alors, ils n'ont pas créé une super méthode. Par contre, ils se sont mis d'accord sur 4 valeurs et 12 principes. Et leur idée, c'est de dire, voilà, si vous voulez lancer des projets logiciels, si vous appliquez ces 4 valeurs et ces 12 principes, en théorie, ça devrait être efficace. Et je dis bien en théorie. Pourquoi en théorie? Si vous regardez en fait le manifeste agile, alors là j'ai fait un petit résumé, il y a 4 valeurs qui disent, par exemple, les individus plus que les process. Donc c'est une question de priorisation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de process. Ça veut juste dire un peu plus jusqu'à quand. Ça, c'est à vous de voir. Concernant les principes, vous verrez qu'il y a des principes qui ne sont pas si évidents. Ça dit juste, si vous voulez être agile, soyez ainsi. Et pour moi, j'entends encore le « tu dois être comme ça ». Mais je ne te dis pas comment. Je reviendrai sur les principes après. Donc, pour ça, il y a eu ensuite des solutions classiques qui ont été mises en place pour être agile. Et là, je vais en parler. Le classique, on revient en 2001. Donc, en 2001, il y a eu le fameux mindset agile qui est le manifeste agile. Il a été construit à partir de méthodes qui ont été expérimentées sur le terrain, dont Scrum et Crystal Clear. Suite à ça, des entreprises qui n'étaient pas agiles ont dit « Ok, c'est sympa, mais on fait comment avec tes valeurs? On fait comment avec tes principes ?» Pas de problème. Les fondateurs du manifeste agile ont publié des méthodes agiles, dont le fameux Scrum Guide en 2010, qui fait 17 pages. Et croyez-moi, c'est plus compliqué que ça. 17 pages, ça a l'air peu, mais en fait, c'est assez complexe. D'ailleurs, là-dedans, il y a une petite phrase que je trouve assez magique qui dit le Scrum Master est le garant du Scrum et il est servant leader. C'est quoi être servant leader? Comment tu fais pour être servant leader? Ça, c'est pas dit. Bonne chance. Suite à ça, des personnes ont dit « Ok, c'est sympa le Scrum Guide, mais si on est théorique, ça ne marche qu'avec une équipe de 3 à 9 personnes. Comment on fait dans mon entreprise? On est 50. Pas de souci, on va créer des méthodes agiles qui s'appellent de l'agilité à l'échelle basée sur Scrum. Alors, ça pullule, Nexus, Scrum at Scale, Safe, Less, peu importe. Est-ce que ça fonctionne? Alors, vous verrez certains retours d'expérience qui diront « Oui, ça marche super bien »,
Et puis moi, en tant que coach agile, quand je discute avec les coachs agiles qui sont sur le terrain, ils me disent « Marilyn, ça marche, oui et non. Disons qu'on est un peu agile à ce niveau-là, mais on n'est pas agile à ce niveau-là. » Ah oui, d'accord. Donc c'est ça la définition d'être agile. C'est être agile dans un petit bout, mais pas l'autre bout. C'est plus compliqué que ça. Oui, effectivement, c'est plus compliqué que ça. Et suite à ça, il y a des personnes qui ont dit « Bon, ça va pas du tout. Les méthodes agiles, ça aide pas les entreprises à être agiles. Donc, on va revenir sur le mindset. » Typiquement, Alistair Cockburn, qui est un des fondateurs du Manifeste Agile, a créé le Art of Agile pour revenir au cœur de l'agilité. Une autre personne a créé le Modern Agile. D'ailleurs, j'en parle sur mon blog et je vais être très franc, c'est une manière de dire la même chose. Manifeste Agile, Art of Agile, Modern Agile, c'est juste le discours qui est différent, les mots qui sont différents, mais le cœur est pareil, ça reste des valeurs, on les comprend ou on ne les comprend pas. Donc moi, je vais vous expliquer pourquoi c'est si difficile d'utiliser ces différentes solutions classiques. Là encore, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, je me base uniquement sur mes expériences. Donc c'est contextualisé. C'est lié aux expériences que j'ai rencontrées, c'est lié également à ma personnalité. Pour moi, il y a des limites. Il y a des limites dans ces solutions pour, et je dis bien, être agile. Déjà, il y a une limite au niveau du mindset. Donc là, par exemple, je vais revenir sur le manifeste agile. Il y en a une qui dit « les individus plus que les process ». Si on est scolaire, à quel moment je vais privilégier les individus, à quel moment je vais privilégier les process? Je ne sais pas. Ensuite, le principe. Par exemple, il y a le principe numéro 5, qui pour moi est très important, c'est travailler avec des personnes motivées, apporter leur soutien et confiance. Si je suis scolaire, je suis manager, tu n'es pas motivé, je te vire. Sincèrement, on peut le lire comme ça, le principe. Pourquoi pas? Donc, le petit cerveau, qui est très théorique, va poser la question concrètement comment je fais. Et moi, je vois souvent ça dans mon entreprise. Donc aujourd'hui, je suis coach agile à l'échelle dans une banque. Et quand j'explique le mindset, j'ai souvent des personnes qui me disent « Ok, mais concrètement, comment je fais ?» J'en vois même certains qui commencent à sortir le bloc-notes et le stylo. Non, c'est pas aussi simple que ça. Une autre limite qui est liée au mindset agile, c'est ce qui est important dans ces valeurs, justement pour les prioriser, si on les incarne déjà. Moi, j'entends parfois des personnes qui disent « mais c'est du bon sens ». En fait, c'est pas du bon sens. C'est du bon sens si toi, tu les as déjà incarnés. Tu sais à quel moment tu dois privilégier l'un ou l'autre. Si pour toi, tu les incarnes pas, ben, c'est pas du bon sens. Donc, cher coach, quand vous dites « mais c'est évident, c'est du bon sens », puis la personne vous regarde avec des gros yeux, ça sert à rien. Trouvez une autre option. Et là, c'est ce que j'explique. C'est que en fait, vous verrez dans mes dessins, je vous verrai souvent des petits cerveaux. Le cerveau, en fait, avec le petit panneau, c'est OK. Ça ne veut pas se dire c'est bien ou mal. Ça veut dire moi, en tant qu'être humain, par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je comprends, par rapport à mes valeurs, par rapport à mes comportements, je suis OK en moi. Quand vous verrez le petit cerveau avec le panneau stop, c'est on me demande de faire quelque chose, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller, je suis dans la résistance. Et typiquement, le bonhomme vert, il incarne ses valeurs agiles, donc pour lui c'est facile. Mais quelqu'un qui a des valeurs autres que les valeurs agiles, quand on va le pousser à dire « mais c'est ça les valeurs agiles », il va être dans la résistance. Et ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise. Ça veut juste dire qu'il faut l'aider à ce qu'elle soit en accord avec elle-même. En tout cas, moi, c'est ma vision du coaching. Et j'ai un exemple concret dans une mission que j'ai eue où, justement, j'ai eu beaucoup de mal avec un Scrum Master. Parce que moi, mes valeurs, elles sont très portées dans l'humain. Cette personne était très portée sur les process. C'est bien, c'est mal, j'ai envie de dire, on s'en moque. Lui, quand les process sont clairs, il adore ça. Et en fait, typiquement, à un moment, je voulais inviter, on était en LESS, qui est un framework d'agilité à l'échelle, et je voulais inviter ma product owner dans une rétrospective. Et à ma grande surprise, j'ai eu 3 Scrum Masters contre moi, véridique. Et ils m'ont dit, on n'a jamais fait ça, on n'a jamais invité en LESS une product owner dans les rétros. Pourquoi? Il m'a sorti la Bible dans LESS, il y a écrit texto, le product owner n'est pas attendu, n'assiste pas à tous les rituels. Et je lui ai dit, bah oui, c'est évident, parce qu'en LESS, il y a un seul product owner pour plusieurs équipes. Et il va craquer s'il va à tout. Mais quand on dit, il n'assiste pas à tous les rituels, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y aller. C'est que s'il veut, il n'y va pas. Et ben, le Scrum Master que j'avais en face était, non, Marilyn, il n'y va pas, on protège les équipes. Et ce que je veux expliquer, c'est que même quand on sort la Bible, on a ce qu'on appelle des biais de confirmation.
On interprète les mots en fonction de notre vision du monde. Donc pour moi, appliquer une méthode agile sans le mindset et valeurs agiles, ça ne marche pas. Pour la petite histoire, je n'ai jamais réussi à le convaincre. Et du coup, je suis passée en 12B. Alors, une autre manière de faire, c'est OK, moi, je suis coach agile, Marine, et j'ai la prétention, je dis bien la prétention parce que je ne sais pas tout, mais j'ai la prétention ou la croyance de croire que j'ai bien compris le mindset agile. Et justement, dans cette mission, on était 4 Scrum Masters et un coach agile, on a essayé de mettre en place LESS. Donc là, ce que vous voyez comme le puzzle, c'est le framework LESS. Et sincèrement, on était extrêmement bons. C'est la première fois de ma vie que j'ai assisté à une entreprise où on a été aussi loin dans l'agilité. Et on avait mis en place 80% de ce qui était dit. Le souci, c'est ce que vous voyez en bas dans la fresque, c'est que 80% de ce framework, c'était pas agile. Parce qu'on l'a pris de manière itérative. On s'est dit, on prend la Bible et on fait des petits bouts, des petits bouts, des petits bouts, des petits bouts. Et il manquait un petit bout. Et vous savez, c'est lequel? C'est de prendre en compte le feedback des utilisateurs finaux. Est-ce que ce qu'on livre a de la véritable valeur ajoutée pour les utilisateurs finaux? Et entre nous, ça avait beaucoup de valeur ajoutée pour le chef, mais pas les utilisateurs finaux. Et pas de bol, on a mis les clés sous la porte parce que les utilisateurs finaux, ils n'ont pas acheté. Et pourtant, le produit, il était hyper sexy pour nous. Et on avait tout le reste. On avait une excellence technique, on avait des rituels au taquet. Au niveau de la dette émotionnelle, c'est moi qui l'ai géré. Et donc, comme quoi, c'est ça le souci quand on applique ce genre de framework de manière itérative. Quand vous êtes à 100%, alors vous êtes agile. Avant, vous ne l'êtes pas. Et j'ai envie de dire comment être à 100% agile sur un framework, en sachant qu'on a des personnes qui sont différentes, des entreprises qui sont différentes. C'est pour ça que moi, j'y crois pas. Et ce que je vais vous proposer, je vais vous faire une proposition pour devenir agile en 5 points. Parce que pour moi, être agile, entre nous, j'en ai rien à péter. Ce qui m'intéresse, c'est devenir agile. Là, je vais vous expliquer le contexte de l'entreprise dans laquelle je suis. Parce que justement, je suis dans une banque d'agilité échelle avec un mindset qui est très éloigné de l'agilité. D'ailleurs, quand j'ai commencé cette mission, des personnes m'ont dit « Mais Marine, qu'est-ce que tu fais là? Tu passes d'une entreprise où c'était plus en mode start-up à une grande banque française. » Oui, justement parce que j'aime le challenge, parce que je me suis dit « Tiens, je vais aller dans une entreprise où justement on est à l'opposé de certaines valeurs agiles. Et je veux voir comment je peux faire. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible ?» Donc là, mon contexte, je suis une coach avec d'autres coachs et on m'a demandé, c'est le demandeur qui m'a dit « Marilyn, entre autres, j'ai de l'argent, je veux que tu m'aides à ce que mes équipes soient agiles. » On m'a balancé dans des équipes. Ces équipes n'avaient aucune idée de ce que c'était l'agilité. Et ce que je fais, c'est que j'ai été voir les leaders des équipes. Et les leaders, c'est les PO, enfin, les anciens métiers qui sont devenus product owners et les anciens chefs de projet qui sont devenus Scrum Masters, que j'ai identifiés comme des leaders. Et je me suis dit, on va faire avec. Pour la petite histoire, je travaille avec d'autres coachs agiles et ensemble, on a créé un framework maison. On a copié des frameworks connus et on les a adaptés. Et moi, j'ai trouvé ça cool parce que des personnes, en fait, c'est-à-dire que ce n'est pas un framework by the book, si on l'a quand même adapté à l'entreprise. Et déjà, pour moi, c'est un bon point. Et là, j'ai envie de dire, maintenant, on va rentrer sur les limites humaines. Et je vais vous demander de rester concentré. C'est de repérer 4 limites. Alors, la première limite, c'est l'aversion à l'incertitude. Grosso modo, ce qui se passe, c'est que je suis devant un chemin et j'ai 2 châteaux. Il y en a un, je le vois au loin, il est super sexy, il est beau, c'est celui de gauche. Et celui de droite, il n'est pas terrible, il est un peu en ruine. Le souci, c'est que le chemin de droite, je le vois très très bien. Je vois tout. Alors que le chemin de gauche, à moi, il y a une forêt. Donc, il y a de l'incertitude. Qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, vous savez quoi? Faites le jeu. La plupart des gens vont prendre le chemin de droite. Parce que c'est peut-être le résultat est peut-être moins sympa, mais il nous paraît plus sûr. Et le fameux « on ne sait jamais » au cas où, qui est dans la petite forêt, on ne sait pas ce qui peut y arriver, ça peut être pire. Voilà. Et ça, typiquement, c'est pas bien ou c'est mal. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous êtes comme ça. Donc, quand il y a de l'incertitude, ça ne sert à rien de dire aux gens, à vos équipes, « ouais, tu verras demain, test and learn ». Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pour certaines personnes, il y a des gens qui sont joueurs. Et d'autres qui diront « non, test and learn, moi je ne sais pas, je ne suis pas rassurée, je freine, je n'y vais pas ». Ensuite, il y a l'aversion à la perte.
La version à la perte, donc je suis un petit bonhomme, je rêve d'avoir un super beau château. Et j'ai déjà commencé à dépenser de l'argent pour un château, pas de bol, il ne marche pas très bien, il est un peu en ruine. Et bien, la version à la perte, j'ai déjà dépensé une somme, je rêve de ce château, je vais continuer à mettre de l'argent dessus. Alors qu'en fait, en théorie, ce qui marcherait mieux, c'est de se dire, de toute façon, cet argent est déjà dépensé, je préfère jeter ce château qui est en ruine à la poubelle et continuer à dépenser de l'argent pour refaire un château qui est tout neuf. Jouer à ça, la plupart des gens diront non, je vais continuer à rentabiliser mon premier château. Rentabiliser, c'est pas vraiment rentabiliser, mais c'est comme ça. C'est plus fort que nous, c'est la version à la perte. Donc, quand on dit aux gens, bah vas-y, c'est pas grave, c'est perdu, tu jettes et on recommence. Là encore, ils vont résister. Le troisième, c'est la surestimation de notre capacité à prédire. Ah, le fameux no estimate. En fait, il faut comprendre que l'être humain, c'est plus fort que lui. Il a besoin de se projeter. C'est lié à l'aversion, à l'incertitude. Il a besoin d'imaginer ce qui va se passer. Donc, il va se projeter. Il va faire des et si. Et il a la croyance qu'il est bon. Mais la réalité, c'est que personne n'a de boule de cristal. Et le petit dernier, c'est le besoin de sécurité, surtout dans un cadre professionnel. Dans un cadre professionnel, et surtout en ce moment avec le Covid, on a besoin de garder notre travail. Donc, quand on identifie quelqu'un qui est une figure d'autorité et qui va nous dire « je veux ça », ben vous savez quoi? On va se soumettre. Et c'est difficile de se rebeller. La figure d'autorité n'est pas forcément le chef. Ça peut être un développeur qui a un certain charisme et qui est copain avec les autres personnes. Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est que chaque personne identifie d'autres personnes comme des figures d'autorité. Par exemple, moi j'entends des personnes qui disent « t'as qu'à lui dire non ». Il n'arrive pas à dire non. Ben pourquoi? Il ne fait pas peur. Pour toi, il ne fait pas peur. Mais pour lui, il ne veut pas lui dire non parce qu'il le voit comme une figure d'autorité. Et ça rentre en jeu avec son besoin de sécurité. Maintenant que j'ai fait ces 4 limites, je vais passer à l'étape 2, qui est comprendre les limites de l'humain pour des techniques agiles efficaces. Moi, en fait, mon propos, c'est, si vous ne prenez pas en compte ces 4 limites, utilisez tous les frameworks que vous voulez, toutes les techniques que vous voulez, faites du no framework, si ça vous amuse, ça ne marchera pas. Pour moi, la première priorité du manifeste agile, c'est notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. C'est ma vision du truc, j'identifie 3 points importants. Le premier, valeur ajoutée. Le deuxième, le temps. Le temps est une limite. Et le troisième, c'est la ressource humaine. La ressource humaine est une limite. Si vous cramez vos ressources, vous pouvez avoir tout le temps que vous voulez, il n'y aura pas de valeur ajoutée. Alors, comment définir la valeur ajoutée? Eh bien, c'est là où c'est compliqué. Parce que la valeur ajoutée, c'est qui la définit? Ce n'est pas le grand chef, c'est la personne qui va acheter le produit, qui va l'utiliser. Et c'est pour ça qu'il y a ces 2 valeurs. La première valeur est privilégier la collaboration avec le client plus que le suivi de contrat. Si vous dites, le contrat, il a dit que, vous n'allez pas prendre en compte ce que veut le client. Pourquoi c'est important de prendre en compte ce que veut le client? C'est parce que les clients, en fait, n'oubliez pas, il est mauvais en prédiction. Aujourd'hui, il croit qu'il veut quelque chose, demain, il veut autre chose. C'est pour ça que la deuxième valeur, c'est l'adaptation plus que le suivi d'un plan. Moi, je vous dis d'office, votre client, il va changer d'avis. Donc, soyez prêts, vous adaptez. Ensuite, il y a des principes. Ces principes-là vous disent, si vous le faites comme ça devrait bien se passer. Mais il y en a un qui est difficile. Par exemple, le numéro 2, accueillir positivement les changements. Pas pour tout le monde. Donc, les biais à prendre en conscience, c'est que les biais qui vont vous gêner, c'est l'aversion à la perte. Plus j'ai dépensé de l'argent, moins je vais vouloir revenir en arrière. Et je ne parle même pas du client, je parle des développeurs. Les développeurs qui ont dépensé trop d'énergie à développer des trucs, ils n'ont pas envie de tout jeter à la poubelle. Parce qu'ils savent pertinemment que le client va encore changer d'avis. Alors, tant qu'à faire, il va peut-être encore rechanger d'avis et revenir avec ce qu'il voulait avant. L'aversion à la certitude, j'en ai parlé, et la surestimation pour prédire. Donc, moi, mon conseil, c'est la clé, c'est la collaboration entre les clients et les équipes. Faites tous les rituels que vous voulez, tous les ateliers de mûrissement que vous voulez. Si vous ne voyez votre client que le jour de la démo, bonne chance. Pour moi, le cœur du truc, c'est de les inviter quand il se passe des choses. Et comment faire? Parce que le client et les équipes, souvent me disent « oui, mais c'est compliqué, ils sont à un étage différent ». C'est ce que j'ai mis en place dans ma banque. J'ai fait des ateliers de mûrissement et je leur ai dit, on leur prend 1 heure.
et on les chope comme ça. On essaye d'être stratégique, on les chope au bon moment. Ben, ça marche. Et en fait, on a aussi, on aime bien les silos. On ne les connaît pas. Chacun pense comme il veut. Mais le fait de choper les personnes, dire allez, viens, prends un café, viens, on va discuter, c'est informel, c'est juste 5 minutes. Ça commence à créer des liens. Et donc, la relation client-équipe commence à être plus fluide. Et pour moi, le cœur, c'est les sprints. Mais pas les sprints avec une démo, une rétro et tout le tralala. C'est de dire, on se met des objectifs de 3 semaines. Comme ça, on se dit, dans le pire des cas, on jette 3 semaines. C'est quand même mieux que jeter 6 mois. Mais vraiment le cœur. Si vous n'avez pas une bonne collaboration avec le client et votre équipe, croyez-moi, vous faites du fake agile. Ensuite, privilégier le temps pour produire la valeur. Donc là, les 2 valeurs importantes, c'est les individus plus que le process. Pourquoi les individus plus que le process? Pas parce qu'on aime les individus et qu'on est bisounours. Non, c'est parce que les process, c'est la perte de temps. Si vous voulez que ce soit fluide, vous discutez. Et pourquoi un logiciel opérationnel plus qu'une doc? Parce que de passer des mois et des mois à créer une doc, c'est de la perte de temps. Donc les principes que vous verrez à droite, c'est uniquement pour dire on vire l'inutile pour aller plus vite, pour être plus efficace. Et là, si ça ne marche pas en tant que coach, si vous avez du mal, c'est parce que derrière, vos équipes, vos clients, ils ont un besoin de sécurité. Le besoin de sécurité est différent pour chacun. Donc moi, la clé, c'est trouver le gain à ce que les équipes aient à rester comme ça. Si les équipes restent comme ça, c'est parce qu'elles se disent, si je change, ça pourrait être pire. Donc je préfère rester comme ça. Et trouver ensuite un meilleur gain à la place. Là, je vais vous donner un exemple. Il y a le principe numéro, combien déjà le numéro 10, voilà. C'est minimiser la quantité de travail inutile. C'est facile, on vire tout ce qui est inutile. Eh bien non, parce qu'il y aura une personne, si vous regardez bien, qui dira « c'est utile puisque c'est mon travail ». Vous estimez que c'est inutile, pas elle. Et elle fera tout pour son besoin de sécurité pour rester là. Donc moi, mon conseil, c'est, quand j'ai identifié cette personne, je vais lui trouver, par exemple, s'il n'y a pas moyen de lui donner une autre tâche pour qu'elle se sente utile. Et entre nous, chacun ses valeurs, si je n'ai pas trouvé une autre tâche qui est plus en lien avec l'agilité, où elle se sent utile, je lui fais comprendre, ok, fais comme tu veux, reste comme ça, tant que ça ne perturbe pas le coaching et ce que j'essaye de mettre en place. Parce que moi, mais ça c'est mes valeurs, je ne vais pas la mettre en insécurité. Je n'ai pas envie, ça ne vaut pas le coup. Ensuite, préserver les hommes pour produire la valeur. Donc là, c'est les individus plus que les process. Pourquoi c'est important? Parce que les hommes, c'est une ressource. Alors, ça a l'air un peu froid quand je dis ça, mais c'est vrai. Et je dis ça parce que quand je parle avec des managers qui sont moins branchés sur l'humain que moi, je ne vais pas leur dire « Oui, mais attends, tu n'as pas envie qu'ils fassent des burn-out, nanana ». Ils s'en moquent. Alors, j'ai un discours parfois froid, et c'est assumé, c'est « Ah oui, mais c'est des ressources. Donc, si tu crames tes ressources, tu fais comment? Tu sais que c'est plus cher de retrouver des nouvelles personnes et les monter en compétences? Ah ouais. Je vous assure, par les ressources, ça marche tout le temps. Et là encore, si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un besoin de sécurité derrière. Et là, j'ai envie de dire, trouver la peur qui se cache derrière. Et j'en ai eu. Par exemple, avoir un rythme de développement soutenable. Ben, vous savez quoi? C'est ce qui se passe dans mes équipes aujourd'hui, dans une de mes équipes. Et j'ai du mal, et je leur trouve des solutions, et ça ne marche pas. Et je me suis dit, elle est où la peur derrière? Ben, vous savez quoi? Être pompier, c'est aussi être indispensable. Aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé comment remplacer ça. Et d'ailleurs, c'est un petit conseil pour les coachs. Aujourd'hui, je le dis clairement, je sèche. Et bien, je fais quoi? Je discute avec d'autres coachs agiles pour essayer, justement, je suis un peu trop dans ma vision du monde. J'essaye d'avoir quelqu'un d'autre qui va m'aider à trouver d'autres solutions. Et j'ai envie de vous dire, si vous trouvez même un autre coach agile qui a des valeurs différentes des vôtres, qui a une attitude un peu plus froide, eh bien, c'est pas mal, parce que la solution, elle viendra peut-être de lui. Hop. L'amélioration continue. Pourquoi c'est important l'amélioration continue? C'est pas pour livrer plus. Pourquoi on demande à ce que l'amélioration continue, elle vienne des personnes? C'est pour que ces personnes, elles puissent tenir sur le long terme. Et j'ai des rétrospectives où les équipes me disent, en fait, des trucs en négatif, non, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Ouais, des fois, la connexion, elle est instable. C'est tout? Ben, vous savez quoi? Pourquoi les équipes ne parlent pas? Je me suis rendu compte parce que le manager est dans la rétrospective. Et en privé, on me dit des choses. Et en public, on ne le dit pas. Comment je peux faire? Parce que l'amélioration continue doit venir des personnes. Et si les personnes
elles ne veulent pas parler parce qu'elles ont besoin de sécurité, c'est compliqué. Faites du coaching incrémental pour dévier les limites de l'humain. Et je vais y venir. Et c'est tout à fait compatible avec une entreprise qui veut qu'on fasse une transformation agile avec un certain framework. Et je vais expliquer comment je fais ça. Déjà, je fais ce qu'on appelle du coaching collaboratif. C'est que je vais voir directement la figure d'autorité, le grand chef. Et je lui demande pourquoi tu veux être agile. Ah ben, blablabla. Bla, bla, bla. Et quand je lui pose des questions, j'entends, en fait, on m'a dit que l'agilité permet de réduire les coûts. Ah, l'argent. C'est ce qui guide le monde, enfin une partie du monde en tout cas. Très bien. Ok, merci le demandeur, j'ai compris. Le but du jeu, c'est de réduire les coûts. J'ai bien compris. Ensuite, je vais voir les équipes qui me disent, mais nous, l'agilité, on s'en tape. Très bien, vous en tapez. Ben, vous savez quoi, moi je suis payée, comme vous, pour faire quelque chose. On m'a payé pour mettre en place de l'agilité. Donc j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous empêche d'être plus productif? Oh, ça va, ok. Qu'est-ce qui vous aiderait à être dans un environnement plus à la cool? Ah, maintenant que tu le dis, c'est arrivé sur une de mes équipes, en fait, en niveau communication, il n'est pas terrible. Ah oui, pourquoi? Ben, on passe trop de temps, on s'engueule, et à moi, ça commence à venir. Et là, j'entends, oui, on s'engueule, oui, on a du mal à comprendre ce que veut l'autre. Ah tiens, les fonctionnalités à livrer sont floues, sont pas claires. Ça a mis du temps. En fait, on fait des specs, mais on les comprend pas. Ah oui, très bien. Ça vient petit à petit. Et j'entends, je dis donc, en gros, ce que vous voulez, c'est que la communication soit plus fluide. Oui, non, c'est pas vrai. Ce qu'il voulait, c'est qu'en fait, ce soit plus efficace à plusieurs niveaux. Mais ce qui est plus facile de dire, c'est on communique mal. C'est plus facile de dire on communique mal plutôt que de dire on comprend pas les specs. Moi, ça me va parce que j'ai compris le véritable besoin. Et ensuite, je vais voir les leaders d'équipe. Dans mon cas, c'était la Scrum Master. Et je lui dis, écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on se mette d'accord sur un objectif, sur un mois. Et cet objectif, c'est officiel. On va améliorer la communication de l'équipe, comme ça les équipes, elles sont contentes, et c'est ce qui va permettre de réduire des coûts. Le grand chef, il est content. Et entre nous, tu me fais confiance, je sais d'où vient le problème. Ok, très bien, deal. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne, enfin, en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un mois, j'atteins un objectif, et ensuite, je dis maintenant, la situation, elle a changé, parce que j'ai amélioré la communication, mais pas que. Comme par hasard, j'ai aussi mis en place des user stories qui sont plus clairs que des specs, en bonus, tant qu'à faire. Donc, l'équipe, elle est passée sur un nouveau palier, et là, ensuite, je passe sur un autre objectif. Et pour moi, il est incrémental. C'est-à-dire que l'équipe, elle est passée sur un niveau, et elle passe sur un nouveau niveau. Donc, la différence avec la partie, du coup, qui était itératif, c'est qu'à chaque fois, on est plus agile. Et moi, je ne me prends pas la tête sur l'étape numéro 3. L'étape +1, ça me suffit. Parce que de toute façon, ça va changer. Ensuite, le point 4, j'ai envie de dire, OK, on a parlé des limites pour les entreprises, des limites pour les équipes. Et vous, cher coach, est-ce que vous êtes Dieu? La réponse est non. Donc là, je vais vous poser des questions pour que vous challengez vos propres limites. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un coach qui se croit supérieur aux autres. Oui, ça existe, j'en côtoie. Et j'en côtoie toujours. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de vous dire quelle est votre définition de l'agilité, qu'on interprète tous ces choses de manière différente. Eh bien, je vais vous donner ma définition à moi. Vous n'êtes pas obligé de la croire. Je vous explique comment moi, j'essaye d'être cohérente. Pour moi, le manifeste agile, je le résume en 3 points. Une équipe collaborative, un produit qui se vend et une excellence technique. Comment je vais les prioriser? Comment je vais définir mes fameux objectifs de coaching incrémental? C'est par rapport à mes valeurs. Moi, mes valeurs, c'est que d'abord, je veux une équipe collaborative. C'est-à-dire qu'une équipe qui va mal, c'est plus important pour moi qu'un produit qui est buggé et qui ne se vend pas. Parce que personnellement, je n'ai pas envie d'aller dans une ambiance moisie. J'aime bien rigoler, j'aime bien quand c'est cool. Et comment je sais que l'environnement est neutre? Moi, je ne cherche pas à ce que les gens soient en mode bisounours, mais je regarde la dette émotionnelle. S'il y a une dette émotionnelle, il y a un problème, je vais travailler dessus. Ce que je veux, c'est que l'environnement, ils sont OK. C'est pas que tout le monde s'aime, c'est que les gens ne se tapent pas sur la gueule. Elle est là la nuance. Quand les gens ne se tapent pas sur la gueule et arrivent à communiquer, youpi, je passe à l'étape 2, un produit qui se vend. Comment je sais qu'un produit qui se vend? Je regarde le feedback des utilisateurs finaux. C'est pas le chef, je vais voir c'est qui. Je vais essayer de savoir si ça se vend ou ça se vend pas. Et si on me dit, c'est raisonnable, ça se vend plus ou moins, OK, deal. Donc là, je passe à l'étape 3, la dette technique. C'est-à-dire qu'il y a toujours une petite dette technique. Mais par contre, si le but du jeu, c'est que quand je demande à quelqu'un de mettre un petit bouton, il me dit qu'il faut 3 mois, ouais, là, je vais m'y attaquer. Et moi, j'assume, pour tous les software craftsmanship qui regardent ça, l'excellence technique, pour moi, c'est le dernier point. Pourquoi? Parce que c'est plus cohérent avec ma manière de coacher, avec les outils que j'ai. Et je comprends qu'il y a des coachs qui font différemment et ils font ça beaucoup mieux que moi.
Mon leitmotiv. C'est quoi le leitmotiv? C'est tous les matins, ce que je me répète quand je vais voir dans mes équipes. Parce qu'il m'arrive, par exemple, je suis dans une banque aujourd'hui et des fois, ce que je vois est tellement choque parfois mes valeurs. Il m'arrive d'aller dire je vais prendre un café et d'envie de hurler, dire ah c'est n'importe quoi, ça manque de bon sens, je comprends rien. Des fois vraiment je pète un câble et je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Et après ce qui me réveille, parce que moi j'ai besoin quand je fais des choses d'y croire. Alors oui, l'alimentaire c'est important, oui j'ai 2 enfants, j'ai pas envie de me faire virer, mais il n'y a pas que ça. C'est que si je veux être douée, il faut que ça ait du sens pour moi. Donc je me dis le plus dur c'est pas d'avoir le bon outil, mais le bon état d'esprit. Les outils s'acquièrent. Et je me dis, si je n'y arrive pas, c'est que je persévère sur un outil qui ne marche pas. Marine revient sur le mindset. Pourquoi tu es là? Est-ce qu'il y a des équipes qui souffrent? Oui, elle est où la souffrance? Tu t'attaques à ça. Et par exemple, je parlais de la figure d'autorité. Des fois, j'ai une certaine pression. Le grand chef qui dit, moi, c'est ça que je veux dans la à l'échelle. C'est ça que je veux, c'est ça. Tu es coach, je t'ai payé, tu fais ça. Ben, vous savez quoi, ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, j'ai mon petit caractère. Je me suis déjà rebellée des fois en des réunions devant des grands chefs. Et j'ai senti le sang monter, j'ai dit non mais attendez, moi là, je ne comprends pas ce qu'on fait, je ne suis pas d'accord. Et d'ailleurs, j'ai ma petite réputation, pour la petite histoire, on me dit Marine, elle est attachante. C'est vrai, parce que je suis très sociale, je suis attachante, et en même temps, je suis chiante. Et moi, ça me fait rire, et moi, j'assume. Parce que on parle de limites, elles sont là, mes limites. Si mon comportement est en désaccord avec mes valeurs, soit je vais faire du mauvais coaching, soit je vais rentrer le soir et je vais me dire je fais de la merde. Ah, j'avais dit que je ne ferais pas de gros mots. Voilà. Il y en a un qui est parti. Hop là. Et j'ai envie de poser la question, quelle est votre posture? Ah, moi j'entends des débats, posture haute, posture basse. Youpi, j'assume, moi, j'ai une posture haute. Pourquoi? Parce que j'utilise des équipes qui n'ont rien demandé. Alors si je veux attendre qu'à un moment ils aient le déclic, je pense que je vais attendre longtemps. Donc oui, j'ai une posture haute. C'est-à-dire que je suis consultant. Je donne des conseils. Par contre, je fais très attention aux limites des gens. Jamais je leur dis « tu vas faire ça » en sachant qu'une personne, je vais la mettre en insécurité. Je dis « est-ce qu'on pourrait essayer de faire ci? Est-ce qu'on pourrait faire ça? Allez, on peut tenter. » J'essaye de gagner leur confiance. Et quand on me dit « ouais, je sais pas trop, machin », je dis « écoutez les gars, moi j'aimerais essayer. Et si je me plante, j'assumerai. Allez les gars, allez s'il vous plaît, allez, on y va. » Je le fais. Et quand je vois qu'il y en a un qui ne veut pas, je vous assure, je m'arrête. Et d'ailleurs, je suis une coach assez connue là-dessus. J'ai une product owner qui me dit « ouais, Marine, elle change souvent d'avis. » C'est vrai. Parce qu'à chaque fois, je m'adapte. Quand je vois que ça ne passe pas, moi, je teste, je m'arrête. Et j'assume. Et j'ai également une posture basse. Parce que moi, mon but du jeu, c'est de me barrer au bout de 6 mois, 1 an, quand l'équipe, elle est suffisamment autonome. Pas autonome, genre on est 100% agile. C'est on arrive à se débrouiller. Moi, ça me va. Donc, des fois, quand je sens qu'il y a une confiance, etc., posture basse, je vais leur poser des questions pour que ça se réveille, pour qu'ils prennent conscience de leurs limites et qu'ils se réveillent tout seuls. Donc, je me balade entre les deux. Et est-ce que je peux écrire un bouquin en vous expliquant quelle est la bonne posture? Non, parce que c'est du cas par cas. Et aussi, j'ai envie de poser cette question, et c'est une petite pique à certains coachs, est-ce que vous incarnez ce que vous prenez? Parce que moi, je vois 2 types de coachs qui m'agacent. Les coachs bisounours. Je suis bienveillant et je t'impose des choses pour ton bien. J'en vois ça. Ben, ça ne marche pas. Mais je sais ce qui est bien pour toi. T'inquiète, je gère. Tu dois être comme ça. Tu dois être comme ça. Moi, j'entends ça. Ben, les équipes, elles ont l'impression de se faire gronder par papa et maman. Et bonjour pour l'autonomie. Le deuxième type de coach avec qui j'ai du mal, c'est des gens qui, en théorie, sont très bons et ont même eu beaucoup de succès dans certaines entreprises. Mais chaque entreprise a un contexte qui change. On a des personnes avec des personnalités qui sont différentes. On peut être très bon dans une mission et très mauvais dans un autre. Pas de souci. Et moi, ces coachs, je les trouve dangereux. Et je vous le dis sincèrement, voire toxiques, parce qu'ils disent, moi, je suis douée, je sais écouter, j'ai eu du succès. Inutile de me remettre en question. Si ça ne marche pas, le problème, c'est toi. C'est pas moi. Parce que moi, je cartonne. Et là, ce que j'ai envie de dire, c'est dans tous les cas, aidez vos équipes. Demandez-leur des feedbacks et prenez-les en compte. Si ça ne marche pas, posez-vous la question, est-ce que ce ne serait pas votre personnalité, votre posture qui est problématique? D'ailleurs, moi, je le fais. Je le fais tous les mois, justement. Je demande aux leaders des équipes, des fausses équipes, je dis, voilà, on s'est mis d'accord sur un objectif de coaching. J'ai fait ça. Est-ce que tu trouves que ça a marché ou que ça n'a pas marché? Alors, parfois, j'ai du succès, donc c'est cool. Et parfois, des personnes disent, Marine, désolée. Je sais que tu as essayé de bien faire, mais ça n'a pas marché. OK. Et d'un point de vue égo,
C'est jamais agréable. Surtout que je dépense beaucoup d'énergie. Et quand en fait ça fait fail, ça fait mal. Et j'essaye, même si à l'intérieur de moi ça fait mal. Alors des fois je dis pas merci Xavier, je dis merci pour ce feedback. Parce que la personne en face de vous, elle a besoin de voir de ses propres yeux que quand elle vous fait un feedback négatif, vous êtes OK avec ça. Ça ne veut pas dire que c'est la fête à l'intérieur, mais vous êtes OK avec ça. Et du coup, ça donne aussi une relation de confiance et ça s'améliore. Bon, bien sûr, après un feedback négatif, je suis chaud patate en disant « faut que je fasse mieux, faut que je fasse mieux ». Ça, c'est mon petit problème à moi. Alors, ensuite, j'ai envie de dire, dernière étape, c'est questionner vos idéaux. Pourquoi ? Moi, je suis sur le Slack, les agilistes, etc. J'entends plein de choses. Ça marche pas, j'en ai marre, c'est du fake agile, patati, patata, Calimero. Ah, il y a beaucoup de Calimero chez les coachs. Questionnez vos idéaux. Pourquoi vous voulez être agile ? Ok, super TGM, mais entre autres. C'est ça qui est important. Donc, j'ai envie de dire, pour moi, ce qui est important, c'est vous êtes coach, pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous faites de l'agilité ? Questionnez vos idéaux. Donc, je vais vous parler des miens. Et c'est très important pour votre cohérence. Hop. Donc moi, une de mes limites, que j'ai toujours encore un petit peu, c'est, je me dis, ma petite injonction je mets à l'intérieur, c'est « seule la vie est sans intérêt ». Et je pense que ça vient de mes ancêtres préhistoriques. C'est, je pense qu'à plusieurs, je vais survivre. Je te donne un lapin, tu me donnes du feu, on est copains, on s'apprécie. Youpi. Et je pense aussi que l'enfer, c'est les autres. Bah oui, parce que derrière, on peut toujours se faire trahir. C'est vrai en plus. Je dis ça parce que je rigole, mais là, je viens de penser, enfin, je le pense. Je vous aime les amis, mais on ne sait jamais. Et ça, c'est plus fort que moi. C'est mon pilote automatique. Donc, comment on fait avec ça ? J'ai eu un déclic il y a une quinzaine d'années, et c'est là où je me suis mis à fond dans le développement personnel. C'est que, pour moi, je suis persuadée que quand j'ai des jugements négatifs vers les autres, en fait, c'est parce que déjà à l'intérieur de moi, j'ai des besoins inassouvis, une certaine frustration. En fait, le problème, il est à l'intérieur de moi. À chaque fois que je dis c'est la faute des autres, c'est la faute des autres, c'est la faute des autres, c'est la faute du Covid, il y a quelque chose chez moi qui n'est pas écouté. Alors, comment faire ? Parce que là encore, aucune Bible va vous dire qu'est-ce qui manque chez vous et s'il manque quelque chose. Ce que j'ai fait, c'est que ça fait une quinzaine d'années que je travaille pour apprendre à me connaître, pour mieux m'écouter. Donc, ce que j'ai fait, par exemple, à 30 ans, je ne vous dirai pas mon âge, jeune asiatique. Donc, à 30 ans, alors que j'ai beaucoup de copains et je suis très sociale, j'ai fait un tour du monde. D'ailleurs, ça me fait sourire parce que ma famille m'a dit tu vas revenir en pleurant au bout d'une semaine. Je suis partie 1 an, toute seule, en sac à dos, avec $20 par jour. Bon, pas le billet d'avion compris, on est d'accord. Et j'ai survécu. Et à ma grande surprise, comme je n'avais pas le choix, mon instinct de survie s'est réveillé. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus débrouillarde que je le pensais. Et j'ai réussi à trouver comment me rassurer toute seule. Et en fait, j'étais jamais seule. J'étais jamais seule parce que j'ai une facilité à copiner avec les gens. Et ce qui est pratique, petite histoire, ce qui est pratique quand on fait un tour du monde, c'est qu'on copine avec des gens et 2 jours après, on s'en débarrasse et ça, c'est génial. Moi, j'étais cohérente avec moi-même. Ce que j'ai fait après, c'est que j'ai fait une psychothérapie. Et oui, on peut faire une psychothérapie même quand on n'est pas en dépression. Parce que je ne comprenais pas pourquoi je me faisais, entre guillemets, toujours avoir. Et j'ai travaillé. Et ça m'a aidé justement à comprendre quelles étaient mes limites. Mes limites, je les connais, elles sont toujours là. Sauf qu'aujourd'hui, quand je vois les limites, je les vois. Je sais où aller. Je peux soit agrandir mes limites, soit dire c'est comme ça. Comment je peux faire une déviation ? Et aujourd'hui, en fait, je fais encore beaucoup de stages de développement personnel. J'ai comité de pratique, parce que je me méfie encore un petit peu de ce que je pense. Il y a la communication non violente, il y a l'énéagramme. Et j'ai envie de dire, c'est comme le sport, c'est une hygiène de vie. Celui qui vous dit, moi, j'ai fait une formation de coach professionnel, j'ai la certification, je suis au taquet, j'y crois pas. Rien ne vaut la pratique. C'est comme le sport. C'est triste à dire, vous pouvez être un champion du marathon, vous faites un break de 6 mois, vous allez courir, vous êtes essoufflé. C'est pareil. Vous faites beaucoup de développement personnel, vous vous arrêtez, 6 mois après, vous êtes plein de préjugés. Et aujourd'hui, en fait, avec cette hygiène de vie, j'arrive à être OK avec moi-même et j'arrive à être OK avec les autres. Et l'autre truc que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, ce qui est super important, c'est la conscience collective. C'est dans mes idéaux. Je suis pas bisounours, croyez-moi, mais je pense que, et ce que je vois, et hier avec le discours du président Macron, c'est il y a un problème quelque part. Et là, ce que je viens de dire, c'est un jugement. Je l'assume, c'est mon jugement. Il y a un problème avec le monde quelque part. Mais qu'est-ce qu'on fout ? Pourquoi individuellement ça va pas ? Et pourquoi, de manière collective, on se met tous dans
ce bazar. J'allais dire un gros mot, j'ai dit bazar. Et moi, ça c'est ma croyance. Ma croyance, c'est qu'on est un ensemble d'individus. Et chaque changement doit venir de soi. Si moi, individu, je n'ai pas envie de changer, ça ne va pas marcher. Et ce que je pense aussi, c'est que les gens se disent « moi d'abord, avant les autres ». Je ne vais pas en vouloir aux gens. Moi, des fois, j'entends, je dis « mais ces gens sont inconscients, pourquoi ils ne mettent pas leur masque ?» Ben, vous savez quoi? Personnellement, je suis écolo, j'aimerais être écolo. Et pourtant, quand je regarde combien de fois je vais jeter ma poubelle, j'ai honte. Et pourtant, je continue à acheter des choses avec du plastique et du carton. Voilà. Parce que derrière, je me dis, moi d'abord, avant les autres. C'est pas beau, mais c'est ce que je fais. Je fais ce que je peux, mais croyez-moi, je sais bien que c'est pas suffisant. Et que je pourrais vivre d'amour et d'eau fraîche, mais je ne le fais pas. Et ce que je pense aussi, c'est comment moi, je peux faire ma part du colibri. C'est après une mauvaise journée de travail. Combien de temps on passe au travail? Énormément. Et bien, après une mauvaise journée de travail, est-ce qu'on a envie de se faire plaisir? Oui. Est-ce qu'on a envie d'aider un proche? Ça dépend du proche. Est-ce qu'on a envie de sauver la planète? Non. Moi, après une journée pourrie, vous me dites, allez Marilyn, sois écolo, il m'arrive d'aller commander à emporter, il y a du plastique. Parce que je suis crevée et j'ai pas le courage. Donc moi, pourquoi je fais de l'agilité? C'est parce que derrière, je suis persuadée que ça permet de faire du business. Comme l'a dit notre président hier, on est quand même dans une société capitaliste. Travailler, travailler, travailler. Est-ce qu'on peut travailler, travailler, travailler et faire du business intelligemment? Et faire en sorte qu'à la fin de la journée, les gens, ils sont suffisamment cool pour être plus ouverts aux autres? Moi, j'y crois. Et pour moi, l'agilité bien faite, ça permet de faire ça. Et c'est pour ça que tous les jours, quand je me dis « mais qu'est-ce que je fous là ?» je me rappelle ça et je me dis « moi, je peux contribuer à faire un petit peu de ça ». Et voilà. Et donc, merci tout le monde. J'aimerais bien avoir un de vos feedbacks si vous en avez envie, c'est vous qui voyez. Donc là, il y a les Rôtis Express. Il y a peut-être quelqu'un qui va mettre un lien dessus. Et tout est sur mon site pro. Je suis assez accessible. J'espère que je suis dans les temps. Et si vous avez des questions, c'est maintenant.